Bonjour à tous. Nous recevons Jérôme Thiollier, qui est le directeur développement d'Inet Pharma. Comme ça, vous pourrez lui poser beaucoup de questions techniques et scientifiques à la fin. Donc Inet Pharma, je pense que tout le monde connaît, c'est une société de biotechnologie. C'est un véritable succès boursier, puisque je suis journaliste à Investir, et demain, nous sortons le palmarès des plus beaux parcours boursiers sur 5, 3, 5 et 10 ans. Et Inet ressort donc parmi les premiers avec une progression de 8,5 fois. C'est-à-dire que le titre a été multiplié par 8,5, si je ne me trompe pas, sur 5 ans. Alors Inet est une société spécialisée dans le traitement des cancers par immunothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Thiollier, exactement qu'est-ce que ces traitements et comment ils se distinguent par rapport aux traitements actuels, notamment ce qu'on appelle les inhibiteurs de points de contrôle qui sont en pleine explosion? Merci, bonjour, bonjour Anne. Ce sont aussi des inhibiteurs de points de contrôle, mais qui vont cibler une autre sous-population du système immunitaire. Les produits qui sont actuellement enregistrés sont des inhibiteurs de points de contrôle des lymphocytes T. Et c'est ces récepteurs inhibiteurs qui font l'objet de développement avec ipilimumab, Yervoy, anti-PD1, nivolumab. Ce sont des produits des grands laboratoires, je rappelle, Bristol Myers Squibb, BMS et Merck, Roche, qui va intervenir, etc. Donc, qui viennent d'arriver sur le marché. Ipilimumab a été enregistré en 2010, nivolumab a été enregistré en 2012 ou 2013. Pembrolizumab, qui est aussi un anti-PD1 aussi dans ces mêmes dates, dans des indications qui sont parfois différentes. D'abord le mélanome, avec effectivement des enregistrements d'IPI, de niveau, de Pembro, et puis maintenant aussi dans le poumon. Donc poumon, dans le non-squamous, et qui est aussi c'est aussi extrêmement important parce que ça montre que ces produits qui ont démontré leur activité dans une indication comme le mélanome sont en train de passer à d'autres indications importantes comme le poumon. Et récemment, par exemple, l'enregistrement de nivolumab le 10 novembre dans l'indication tête et cou, qui est une des indications pour lesquelles nous avons des résultats qui sont sortis récemment. Donc nous travaillons en réalité sur les inhibiteurs point de contrôle du NK, qui est un autre type de lymphocytes des globules blancs et qui correspond à l'immunité innée. Alors que les lymphocytes T ou B, les lymphocytes T sont des cellules de l'unité adaptative. Vous injectez par exemple un vaccin ou des cellules tumorales vont pouvoir générer des peptides qui seront immunogènes et qui vont générer des lymphocytes T contre ces tumeurs. Là, nous sommes dans un système immunitaire inné, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas forcément des antigènes, mais qui reconnaît des attaques du système et qui vont être tuées par ces cellules NK. Et c'est donc, le même type de produit, mais sur une autre sous-population d'importance dans l'ensemble du système. Mais est-ce qu'on peut dire que déjà dans le domaine du cancer, cette nouvelle approche d'immunothérapie a des résultats qui sont assez impressionnants, je pense? Alors, les résultats sont impressionnants parce que pour la première fois, par rapport à ce qui se passait précédemment avec la chimiothérapie ou même ce qu'on a appelé les thérapies personnalisées ciblées avec les tyrosine kinase inhibiteurs, par exemple, il y avait effectivement des prolongations de la durée des réponses ou des prolongations de la survie pour un certain nombre de ces produits. Mais ce qui s'est passé avec l'immunothérapie, c'est qu'on a vu apparaître des patients en rémission complète et sur des très longues durées. Par exemple, les premiers patients traités mélanome, ça fait plus de 12 à 15 ans qu'ils sont actuellement en rémission sur des patients qui étaient dans des états qui à l'époque, étaient des états extrêmement sévères. Donc, effectivement, c'est un vrai changement. Et ce vrai changement est durable. On voit qu'on est capable de passer du mélanome au poumon, au head and neck, à d'autres indications. Et l'autre fait remarquable aussi, déjà avec ces inhibiteurs de lymphocytes T, c'est que quand vous combinez un type de récepteur anti-CTLA4 comme ipilimumab et nivolumab, vous remontez encore le niveau de réponse et vous avez une potentialisation des effets par la combinaison. C'était la question, puisque vous avez publié il y a à peine une semaine des résultats donc, en combinaison avec un produit de Bristol Myers Squibb dans le cancer tête et cou, et qui apparemment ressortent bien supérieur à celui du produit de Bristol Myers Squibb seul, qui est déjà très avancé comme résultat. Exactement. Et c'est donc
Comme je viens de le dire, il y a une première combinaison de 2 immune checkpoints du lymphocyte T qui a été enregistrée par BMS. Et là, c'est la première fois, et c'est la validation du concept, que d'associer un inhibiteur de ces points de contrôle du lymphocyte T avec des inhibiteurs des points de contrôle des lymphocytes NK conduit à une synergie d'activité qui conduit à un nombre de réponses et de réponses profondes, c'est-à-dire qui relèvent des réponses complètes ou très profondes et très durables, mais ça on verra dans le temps. Et c'est la première fois qu'on a cette proof of concept. Ça fait l'objet effectivement d'une présentation dans ce qu'on appelle late breaking abstract, c'est-à-dire que c'est des résultats au congrès d'immuno-oncologie samedi dernier, et qui vraiment assoit tout ce qui est fait depuis 15 ans chez Inate Pharma, qui est de dire que de cibler ces lymphocytes NK et d'essayer de réactiver ces lymphocytes NK peut jouer un rôle thérapeutique dans ces pathologies. Alors, quand est-ce qu'on va savoir si Bristol Myers Squibb va poursuivre les essais avec votre produit et combiner au sien? Parce que pour l'instant, vos résultats sont bons, mais on ne sait pas. Alors, c'est une étude qui est encore en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a eu que 30 patients, il y en a 40 traités, il y en a 30 qui étaient dans cet abstract présenté. Donc l'étude va continuer telle qu'elle est. Il y a encore des patients qui vont être inclus. Ils vont faire une annonce, le laboratoire, ou Alors, il y a eu un press release qui a été fait par Inate et BMS. Et effectivement, c'est des résultats extrêmement récents. Mais compte tenu de leur importance et de leur ampleur, BMS a décidé de communiquer tout de suite là-dessus. Mais il est très clair qu'il y a des discussions et des plans qui sont en cours. Et ça fait partie très probablement de la stratégie de BMS de continuer compte tenu de la nature des résultats observés. Donc effectivement c'est trop rapide, c'est trop récent, mais il y a la probabilité qu'ils ne conduisent pas des essais à la suite de ces essais préliminaires est assez improbable. Il est très probable qu'ils fassent des essais supplémentaires, bien évidemment. Alors une question plus générale, quelles sont les nouvelles publications à attendre d'ici la fin de l'année ou en 2017, puisque vous avez tout de même 2 partenariats, un avec AstraZeneca et un avec Bristol Myers Squibb, pour lesquels on attend un certain nombre d'avancées? Alors, avec AstraZeneca, il faut rappeler que c'est un accord de co-développement, donc on participe aussi au développement et on a nous-mêmes nos essais. Donc vont être publiés en fait fin novembre dans un congrès européen les premières données de safety, cette fois-ci uniquement sur la phase d'escalade de dose, sur les premiers patients avec... Safety, c'est tolérance. C'est tolérance, ouais, pardon. De tolérance de ce produit dans les indications d'ovaires, de cancer ovarien. Bon, c'est que 18 patients, c'est que des données de tolérance, mais c'est la première publication, c'est nos études, c'est notre étude, enfin c'est une étude en fait qui est faite avec le NCI canadien. Voilà, et d'autres résultats sortiront, mais probablement plus tard sur monalizumab. Alors, en revanche, il y aura d'autres. Sur l'irelumab, vous en avez d'autres à... Alors, sur l'irelumab, il y a une autre publication qui va être à l'ASH, à l'American Society of Hematology, début décembre, qui est une autre indication dans l'AML, donc en combinaison avec Vidaza. Ça aussi, c'est une étude qui est faite par BMS. Dans quelle indication? C'est le leucémie aiguë myéloïde. Et il y aura aussi un update, mais qui sont les mêmes résultats, en gros, de la publication qui a été faite à New York au Congrès mondial sur les lymphomes T cutanés, d'IPH 4102, qui est un anti-KIR3DL2 à visée de ces cellules tumorales du lymphome T cutané. Et justement, ce fameux IPH 4102, qui n'est pas encore licencié, parce que c'est en développement propre. Et qui ne sera probablement pas licencié, on espère. Voilà, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous allez le licencier? Non, alors, l'intérêt de 4102 dans le lymphome T cutané, c'est une petite, j'entends. C'est un petit nombre de patients qui sont atteints de cette maladie, fort heureusement. Mais c'est donc une maladie orpheline. Nous avons le statut orphelin en Europe, on va le demander aux États-Unis. L'objectif, compte tenu de la population, compte tenu qu'on connaît très très bien les centres qui traitent ces patients, et compte tenu des résultats, des premiers résultats d'activité qu'on a observés au cours de la phase 1 d'escalade de dose à des doses relativement faibles, et il est clair que ce produit semble montrer des résultats intéressants et prometteurs, et que c'est le produit sur lequel, compte tenu de la population, compte tenu qu'on connaît très très bien les centres qui traitent ces patients, et compte tenu des résultats, des premiers résultats d'activité qu'on a observés au cours de la phase 1 d'escalade de dose à des doses relativement faibles, et il est clair que ce produit semble montrer des résultats intéressants et prometteurs,
compte tenu de la taille de marché, compte tenu du type d'étude qu'il faudra faire pour l'enregistrer, il est tout à fait possible, compte tenu aussi de notre position de cash, de pouvoir continuer à faire ce développement jusqu'à son enregistrement d'ici, on va dire 3, 4, si les résultats continuent dans le sens de ce. Donc c'est réellement pour nous un cheval de bataille pour pouvoir continuer à construire la société, sachant que non, notre objectif, ce n'est pas de ne pas trouver de partenaire aujourd'hui et sur ce produit-là, c'est vraiment de le garder pour en faire notre cheval pour continuer à avancer dans le développement de la société. Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous disposez de ressources et également un peu les modalités des 2 partenariats que vous avez signés, qui sont des très gros partenariats? Alors, en termes de cash, au 31 septembre, on a 240 millions d'euros. Ce qui laisse de quoi développer. Il faut regarder les chiffres précisément, mais je crois qu'en consommation de cash, elle n'est pas si importante que ça. Et donc, on a ces résultats qui sont sortis dans la combinaison nivolumab, irilumab avec BMS. Nous avons un accord avec BMS dans lequel nous avons touché à un moment donné effectivement une partie de front, mais qui a aussi encore plus de 500 millions de milestones. Donc on peut toujours imaginer qu'effectivement, si on passe aux phases suivantes, on va toucher effectivement ces milestones. Là, c'est vraiment nos revenus. Voilà, c'est les revenus qui vont venir. Le deuxième accord avec AstraZeneca, il faut le rappeler, c'est quand même un accord dans lequel on est en co-développement et en co-marketing promotion en Europe. Ce qui veut dire qu'on va participer vraiment et on va pouvoir grandir aussi sur des phases 3 avec AstraZeneca et main dans la main. Aujourd'hui, c'est même nous qui conduisons la plupart de ces développements. Le montant, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer jusqu'à combien? Alors, ils ont payé 250 millions d'upfront. Ils peuvent payer encore, je crois. Upfront, c'est le premier paiement. Le premier paiement. Je crois que pourquoi la trésorerie est aussi. Je crois que c'est 1 milliard de versements par étape, successifs milestone. Et puis, c'est au moins minimum 10% de royalties sur les ventes nettes pour les parties hors Europe. Et en Europe, c'est 50% des profits. C'est-à-dire que si on est en mesure de commercialiser comme AstraZeneca en Europe, lorsque le produit arrivera sur le marché, ce sera des produits Inat Pharma. Il y aura aussi des produits Astra, ce sera les mêmes, mais ce sera les produits Inat Pharma et on mutualisera 50% des profits. Donc c'est énorme par rapport, je dirais, au potentiel, effectivement. Mais l'horizon de commercialisation de tous ces produits, c'est encore très lointain. C'est beaucoup plus loin, bien sûr. C'est beaucoup plus loin. Sauf si vous avez des parcours qui permettent encore de résultats exceptionnels, d'obtenir des enregistrements accélérés et donc de pouvoir vendre le plus vite possible et faire bénéficier aux patients le plus vite possible de ces traitements. Très bien. Je crois que le temps imparti est terminé, malheureusement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tollier.